Dans les archives poussiéreuses du tribunal de Fort-Royal en Martinique, un document daté de 1787 révèle une affaire qui fit trembler toute la colonie. Le procès-verbal mentionne le décès inexpliqué de 11 hommes sur la plantation Valcourt en l'espace de 3 années. Tous avaient partagé le lit d'une même femme, une esclave prénommée Clémentine. Et tous moururent avant qu'elle n'épouse le maître des lieux. Avant de poursuivre cette histoire qui défie l'entendement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me dire en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien permet de faire revivre ces récits oubliés qui sommeillent dans les archives coloniales. Revenons maintenant à l'année 1782, sur cette île des Caraïbes où le sucre coulait comme l'or et où les vies humaines valaient moins que les tonneaux d'eau de vie. La Martinique, en 1782, respirait une prospérité construite sur la souffrance. Les plantations de canne à sucre s'étendaient à perte de vue, ondulant sous le vent chaud qui montait de la mer. Dans la région montagneuse du nord de l'île, non loin de l'actuelle commune de Basse-Pointe, s'élevait la plantation Valcourt, l'une des propriétés les plus étendues de la colonie. La demeure principale se dressait sur une colline, majestueuse construction de pierres calcaires aux volets verts, entourée de vérandas, où les maîtres prenaient le frais pendant que montaient des chants les chants plaintifs des esclaves. 300 âmes travaillaient cette terre, coupant la canne du lever au coucher du soleil sous la surveillance de contremaîtres métis et d'un régisseur français dont la cruauté était légendaire dans toute la région. Auguste Valcourt régnait sur ce domaine depuis la mort de son père en 1779. Homme de 42 ans au visage marqué par le soleil tropical et les excès du rhum, il gouvernait sa propriété avec une main de fer tempérée par une indifférence générale. Contrairement à d'autres planteurs qui se passionnaient pour leurs exploitations, Auguste considérait la plantation comme un héritage encombrant qui lui permettait néanmoins de vivre confortablement sans trop d'efforts. Il n'était pas marié. Veuf depuis 7 ans, il avait perdu sa jeune épouse française lors d'une épidémie de fièvre jaune qui avait décimé la colonie. Depuis, il vivait seul dans la grande maison, entouré de domestiques, recevant occasionnellement d'autres planteurs pour des soirées où coulaient le rhum et les conversations sur le cours du sucre et les révoltes d'esclaves à Saint-Domingue. La structure sociale de la plantation suivait une hiérarchie rigide. Au sommet, Auguste et sa sœur cadette Hortense, qui lui rendaient visite de temps à autre depuis Fort-Royal. Juste en dessous, le régisseur Fabien Dulac, un homme de 35 ans au regard dur qui contrôlait chaque aspect de la production. Venaient ensuite les contremaîtres, puis les esclaves domestiques qui servaient à la grande maison, et enfin la masse des travailleurs des champs. Les esclaves vivaient dans des cases alignées derrière les bâtiments de production, structures rudimentaires de bois et de torchis où s'entassaient les familles. Les femmes les plus jeunes et les plus belles étaient souvent remarquées par les contremaîtres ou le régisseur. Certaines devenaient leurs concubines, arrangement tacite qui leur valait quelques privilèges mineurs en échange de leur dignité. C'était un monde où la violence était quotidienne et banale. Les châtiments corporels ponctuaient les journées. Le fouet claquait dans l'air moite. Les fers entravaient les chevilles des récalcitrants. La mort elle-même n'était qu'une comptabilité, une ligne dans les registres du planteur, un investissement perdu qu'il fallait remplacer lors du prochain arrivage de chair humaine. Dans ce contexte de déshumanisation systématique, la survie exigeait une intelligence hors du commun et une capacité à naviguer dans les structures de pouvoir, avec une habileté que peu possédaient. Car dans ce monde régi par la force brute, il existait une autre forme de pouvoir, plus subtile, plus dangereuse peut-être, celui de comprendre les faiblesses des hommes et de les exploiter. C'est par une journée étouffante du mois d'août 1782 qu'arriva le navire négrier, la Perle des Antilles. Comme tous les 3 mois environ, un vaisseau accostait à Fort-Royal avec sa cargaison humaine en provenance des côtes africaines. Auguste Valcourt se rendit au marché aux esclaves, non par nécessité immédiate, mais parce que Fabien Dulac lui avait signalé qu'ils avaient perdu 14 esclaves pendant la dernière récolte, emportés par les fièvres, les accidents et l'épuisement.
Le marché se tenait sur la place principale, sous un soleil impitoyable. Les captifs, affaiblis par la traversée, étaient exposés comme du bétail. On inspectait leurs dents, leurs muscles, leur constitution générale. Les femmes enceintes étaient considérées comme un bonus, leur ventre promettant un futur travailleur sans coût supplémentaire. Auguste parcourait les rangées avec l'indifférence d'un homme qui achète des outils. C'est alors que son regard tomba sur une jeune femme qui se tenait légèrement en retrait. Contrairement aux autres qui gardaient haut les yeux baissés dans une posture de soumission, elle le regardait directement. Pas avec défi, non, avec quelque chose de plus troublant. Une sorte d'évaluation froide, comme si elle le jaugeait autant qu'il la jaugeait. Elle devait avoir 25 ans, peut-être un peu moins. Sa peau d'ébène luisait sous le soleil. Elle était grande, élancée, avec des traits qui conservaient une dignité malgré les chaînes. Mais ce qui frappa Auguste, ce fut son regard, des yeux noirs, profonds, qui semblaient me voir à travers lui. Le marchand d'esclaves remarqua son intérêt. Celle-là vient du royaume du Dahomey, monsieur Valcourt. On m'a dit qu'elle appartenait à une famille de rang, capturée lors des guerres tribales. Elle parle déjà un peu de français, ce qui est rare. Excellente pour le travail domestique. Auguste hocha la tête. Il acheta 6 esclaves ce jour-là, 4 hommes robustes pour les champs, et 2 femmes, dont celle aux yeux troublants. Les registres de la plantation indiquent qu'elle fut baptisée Clémentine, comme c'était la coutume de donner des prénoms chrétiens aux nouveaux arrivants. Pendant les premières semaines, Clémentine fut affectée au travail dans les cuisines de la grande maison, sous la supervision de Mathilde, une esclave de 50 ans qui gérait les domestiques avec une autorité sans faille. Clémentine apprenait vite. Elle comprenait les ordres, exécutait les tâches avec une efficacité qui ne passait pas inaperçue. Mais surtout, elle observait. Elle observait les allées et venues des contremaîtres, les habitudes du régisseur Dulac, les moments où Auguste Valcourt sortait sur la véranda, son verre de rhum à la main, regardant son domaine avec cette expression lasse qui ne le quittait jamais. Elle écoutait les conversations, les bribes de confidence que les hommes échangeaient quand ils pensaient que les esclaves n'étaient que des meubles. Un mois après son arrivée, le premier incident survint. Un des contremaîtres, un certain Jérôme Beaufort, homme dans la quarantaine réputé pour sa brutalité, tomba malade. Cela commença par des vomissements violents, puis de la fièvre. En 3 jours, il était mort, le corps ravagé par ce qui ressemblait à une infection intestinale sévère. Le médecin de Fort-Royal, appelé trop tard, marmonna quelque chose sur l'eau contaminée et les miasmes tropicaux. On l'enterra rapidement, comme c'était la coutume sous ces latitudes où les corps se décomposaient en quelques heures. La vie reprit son cours. Un nouveau contremaître fut nommé. Les cannes continuaient de pousser, indifférentes aux tragédies humaines. Ce que personne ne savait, c'est que Jérôme Beaufort avait pris l'habitude de se rendre à la case de Clémentine pendant la nuit. La première fois, elle n'avait pas eu le choix. Il était entré, avait utilisé son corps comme les contremaîtres le faisaient depuis toujours. Mais à sa 2e visite, Clémentine avait changé de stratégie. Au lieu de résister, elle s'était montrée docile, presque accueillante. Beaufort, surpris, était revenu. Encore et encore. Lors de sa dernière visite, Clémentine lui avait préparé une infusion. « Pour te donner des forces », avait-elle murmuré dans son français encore hésitant. Il avait bu, flatté par cette attention. Le lendemain, les symptômes apparurent. Mathilde, la vieille cuisinière, avait remarqué que certaines plantes avaient disparu du jardin médicinal qu'elle cultivait derrière les cuisines. Des plantes qu'on utilisait en petites doses pour soigner, mais qui en grande quantité pouvaient tuer. Elle n'avait rien dit. Dans ce monde d'esclaves, certains secrets étaient mieux gardés que d'autres. Les mois suivants virent la plantation Valcourt continuer son activité habituelle. La récolte de 1783 fut excellente. Auguste Valcourt, satisfait des profits, se montra légèrement plus généreux avec ses esclaves, leur accordant une demi-journée de repos supplémentaire par mois. Cette magnanimité, bien que dérisoire, fut célébrée comme une grande faveur.
Clémentine s'était intégrée à la vie domestique de la grande maison. Son français s'améliorait de jour en jour. Elle comprenait maintenant les conversations complexes, les sous-entendus, les non-dits. Mathilde lui avait enseigné les rudiments de la cuisine créole, mais aussi, sans jamais le formuler explicitement, les propriétés des plantes locales. Le régisseur Fabien Dulac commença à remarquer cette esclave qui se déplaçait avec une grâce inhabituelle. Contrairement aux autres femmes de la plantation qui marchaient le dos voûté, les yeux baissés, Clémentine conservait un port altier. Cela l'intriguait et, il devait se l'avouer, l'attirait. Un soir de mai, alors qu'il inspectait les réserves de sucre, il la trouva seule dans les cuisines. La lune éclairait faiblement la pièce. L'air était lourd du parfum des épices et du sucre. Il s'approcha d'elle, ses intentions claires dans ses yeux. Clémentine ne recula pas. Elle le regarda, ce même regard évaluateur qu'elle avait eu le jour de son arrivée. « Monsieur Dulac », murmura-t-elle dans un français maintenant presque parfait, « je sais ce que vous voulez. » Il s'arrêta, surpris qu'elle ait parlé. Les esclaves ne parlaient pas ainsi au régisseur. « Et qu'est-ce que je veux selon toi ?» demanda-t-il, amusé par cette audace. « La même chose que Beaufort voulait », répondit-elle simplement. Le nom du contremaître mort jeta un froid. Dulac fronça les sourcils. « Comment sais-tu cela ?»« Je sais beaucoup de choses, monsieur. Je sais que votre femme à Fort-Royal vous trompe avec le capitaine du port. Je sais que vous détournez une partie du sucre pour le vendre à votre profit. Je sais que vous avez peur qu'Auguste Valcourt découvre vos malversations. » Le sang de Dulac se glaça. Comment cette esclave pouvait-elle savoir tout cela? Il avait été si prudent. Sa main se porta instinctivement à la matraque qu'il portait toujours à la ceinture. Clémentine ne broncha pas. « Frappez-moi. Et demain, Auguste Valcourt recevra une lettre anonyme détaillant vos vols. Ou bien, elle fit une pause. Nous pouvons être amis. Des amis qui se protègent mutuellement. » Dulac resta immobile, le cerveau tournant à toute vitesse. Cette femme était dangereuse. Mais elle avait raison sur un point. Si Valcourt apprenait ses détournements, il le ferait fouetter publiquement avant de le renvoyer dans la misère. Sa position de régisseur lui offrait un niveau de vie confortable qu'il ne voulait pas perdre. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il finalement. « Rien que vous ne vouliez déjà me donner, » répondit Clémentine avec un sourire énigmatique. « Mais quand vous viendrez me voir, vous viendrez en tant qu'ami, pas en tant que maître, et vous me protégerez. » Ainsi commença leur arrangement. Dulac visitait Clémentine 2 fois par semaine. Il lui apportait de petits présents, des morceaux de tissu, des bijoux sans valeur, parfois même un livre. Il lui parlait de ses problèmes, de ses craintes, de ses ambitions. Et elle écoutait, toujours attentive, toujours compréhensive. En septembre de cette même année, un autre contremaître mourut dans des circonstances étranges. Philippe Montagne, un homme de 30 ans qui supervisait les champs de la section ouest, fut retrouvé inconscient près de la rivière qui bordait la plantation. Il mourut quelques heures plus tard sans avoir repris connaissance. Le médecin parla d'une attaque cérébrale, chose qui arrivait parfois sous la chaleur accablante. Ce que personne ne savait, c'est que Philippe Montagne avait également découvert le chemin de la case de Clémentine. Il l'avait vue près de la rivière un jour, lavant du linge. Sa beauté l'avait frappé. Il était revenu, avait entamé la conversation. Contrairement à Beaufort qui prenait par la force, Montagne avait tenté la séduction. Clémentine avait joué le jeu, faisant semblant d'être flattée par les attentions d'un homme blanc. Lors de leur 3e rencontre, ils s'étaient promenés le long de la rivière au crépuscule. Clémentine avait cueilli des baies sur un arbuste. « Goûte, elles sont délicieuses », avait-elle dit. Montagne, confiant, avait mangé les baies rouges qui ressemblaient à des groseilles. Il ne savait pas que certaines baies des tropiques, si semblables en apparence aux fruits européens, contenaient des toxines qui paralysaient progressivement le système nerveux. Le lendemain, Dulac vint voir Clémentine, troublé. « Montagne est mort », annonça-t-il. « C'est le 2e homme à mourir cette année. » « Les îles sont dangereuses, » répondit Clémentine en le regardant droit dans les yeux. « Tant de maladies, tant de créatures venimeuses. Il faut être prudent. » Il y avait quelque chose dans son ton qui fit frissonner Dulac.
mais il chassa cette sensation. C'était ridicule. Comment une esclave pourrait-elle tuer des hommes sans se faire remarquer? L'année 1784 apporta des changements subtils à la plantation Valcourt. Auguste commença à remarquer Clémentine. Comment aurait-il pu faire autrement? Elle travaillait maintenant fréquemment à la grande maison, ayant été promue au rang de femme de chambre personnelle après que Mathilde eut vanté son efficacité et son intelligence. Clémentine servait désormais les repas d'Auguste, s'occupait de son linge, nettoyait ses appartements. Elle le faisait avec une discrétion parfaite, se rendant presque invisible tout en étant toujours présente quand on avait besoin d'elle. Auguste appréciait cette efficacité silencieuse. Un soir de mars, alors qu'il dînait seul sur la véranda, Auguste l'observa, tandis qu'elle versait du vin dans son verre. La lueur des chandelles jouait sur sa peau sombre. Elle portait une robe simple mais propre, ses cheveux attachés dans un madras coloré. « Comment te trouves-tu ici, Clémentine » demanda-t-il soudainement. Elle leva les yeux, surprise d'être interpellée. Les maîtres posaient rarement des questions personnelles à leurs esclaves. « Je m'adapte, maître » répondit-elle d'une voix douce. « Tu parles remarquablement bien le français, mieux que la plupart des esclaves nés ici. J'aime apprendre, maître. Les livres que vous laissez dans votre bibliothèque m'ont beaucoup aidé. » Auguste haussa un sourcil. « Tu sais lire ? Mathilde m'a enseigné, maître. Elle espère que cela me rendra plus utile. » C'était un mensonge partiel. Mathilde lui avait effectivement appris les bases, mais Clémentine avait passé des heures à déchiffrer les livres en cachette, dévorant avidement les romans français, les traités de philosophie, les récits de voyage qui encombraient la bibliothèque d'Auguste. Elle avait compris que le savoir était pouvoir, que comprendre comment ces hommes blancs pensaient lui donnerait un avantage. Auguste sourit, amusé. « Tu es une esclave inhabituelle, Clémentine. La plupart se contentent de faire ce qu'on leur ordonne sans chercher à améliorer leurs conditions. Peut-être que je rêve d'une meilleure condition, maître, répondit-elle, une pointe d'audace dans la voix. Cette conversation marqua le début d'un changement dans leur relation. Auguste, qui s'ennuyait profondément de sa vie de planteur solitaire, commença à parler à Clémentine. D'abord de choses banales, puis progressivement de sujets plus personnels. Il lui parlait de sa femme morte, de sa solitude, de son désintérêt pour la plantation qu'il considérait comme une prison dorée. Clémentine écoutait. Elle écoutait comme personne ne l'avait jamais écoutée. Sans jugement, avec une empathie qui semblait sincère. Auguste se surprit à attendre ces moments où elle était dans la même pièce que lui, à chercher des prétextes pour engager la conversation. Pendant ce temps, d'autres hommes de la plantation tombaient malades. En avril, un autre contremaître, Louis Deschamps, mourut après plusieurs jours de fièvre intense. En juin, c'était un ouvrier spécialisé, un charpentier blanc nommé André Lefort, qui succomba à ce qui ressemblait à une infection pulmonaire. Les morts commençaient à inquiéter. Dulac, lors d'une réunion avec Auguste, exprima sa préoccupation. « Nous perdons trop d'hommes, monsieur Valcourt. Les esclaves commencent à murmurer que la plantation est maudite. » Auguste balaya cette crainte d'un geste. « Superstition d'esclaves. Nous sommes sous les tropiques, Dulac. Les maladies sont courantes. Assurez-vous simplement que l'eau soit propre et que les quartiers des esclaves soient maintenus en état décent. » Mais Dulac n'était pas convaincu. Il avait remarqué un détail troublant. Tous les hommes morts récemment avaient été vus en compagnie de Clémentine. Beaufort avait été son premier visiteur. Montagne l'avait courtisé. Deschamps s'était vanté auprès d'autres contremaîtres d'avoir une nouvelle maîtresse esclave. Lefort, le charpentier, avait été appelé pour réparer le toit de la case de Clémentine et y était resté plusieurs heures. Un soir, Dulac confronta Clémentine. « Tu sais quelque chose sur ces morts ?» l'accusa-t-il sans préambule. Elle le regarda calmement. « Je sais que les hommes meurent tous les jours dans cette plantation, Fabien. De maladies, d'accidents, d'épuisement. Ces hommes-là n'étaient pas épuisés, ils étaient en bonne santé jusqu'à ce qu'ils te rencontrent. Es-tu en train de m'accuser de meurtre, Fabien ?» demanda-t-elle, sa voix dangereusement douce. « Réfléchis bien avant de répondre. Si tu m'accuses officiellement,
Il faudra une enquête. Une enquête qui pourrait révéler beaucoup de choses. Par exemple, tes détournements. Ou le fait que tu couches toi-même avec une esclave, ce qui est contraire au règlement que Valcourt a établi après son veuvage. Dulac serra les poings. Elle avait raison. Il était piégé dans un réseau de secrets mutuels. « Pourquoi les tues-tu » demanda-t-il finalement, abandonnant toute prétention. Clémentine sourit un sourire sans chaleur. « Je ne tue personne, Fabien, mais si je le faisais, ce serait parce que certains hommes méritent de mourir. Beaufort violait des femmes esclaves et fouettait les hommes pour son plaisir. Montagne avait tué un esclave l'année avant mon arrivée pour un vol imaginaire. Deschamps vendait les rations des esclaves pour s'enrichir, les laissant mourir de faim. Lefort avait brûlé vive une jeune esclave accusée d'avoir volé un bijou qui avait simplement été égaré. « Et moi ?» demanda Dulac, la voix tremblante. « Méritais-je de mourir aussi ? Toi, Fabien, tu es différent. Tu es cruel par nécessité, pas par plaisir. Tu voles parce que tu as peur de la pauvreté. Tu as des défauts, mais tu n'es pas un monstre. Tant que tu restes ainsi, tu n'as rien à craindre de moi. » Cette conversation les lia encore plus étroitement. Dulac devint l'allié involontaire de Clémentine, couvrant ses mouvements, détournant les soupçons. Il avait peur d'elle, certes, mais aussi une admiration malsaine pour son intelligence et son audace. En 1785, la situation à la plantation Valcourt devint encore plus complexe. Auguste, de plus en plus attaché à Clémentine, commença à lui accorder des privilèges inhabituels. Elle avait maintenant sa propre chambre dans l'aile des domestiques de la grande maison, un espace minuscule mais privé, avec un vrai lit et une fenêtre. Elle portait des robes de meilleure qualité. Elle mangeait les restes de la table du maître, nourriture infiniment supérieure à la bouillie de maïs des esclaves. Les autres domestiques la regardaient avec un mélange de jalousie et de peur. Ils voyaient bien qu'elle occupait une place spéciale, mais ils ne comprenaient pas exactement laquelle. Auguste ne la touchait pas, contrairement à ce qui se passait habituellement quand un maître s'intéressait à une esclave. Il lui parlait, longuement, comme à une égale. C'était bien plus troublant qu'une simple relation charnelle. Hortense Valcourt, la sœur d'Auguste, vint séjourner à la plantation en juillet de cette année-là. Femme de 40 ans, veuve elle aussi, elle vivait à Fort-Royal dans une élégance relative grâce à la pension que lui versait son frère. Dès son arrivée, elle remarqua l'influence de Clémentine. « Auguste, quelle est cette esclave qui se promène dans ta maison comme si elle en était la maîtresse ?» demanda-t-elle lors de leur premier dîner. « Clémentine, c'est ma femme de chambre. Une esclave exceptionnellement intelligente et dévouée. Exceptionnellement dangereuse, tu veux dire. J'ai entendu des rumeurs à Fort-Royal. On dit que ta plantation est maudite, que les hommes y meurent mystérieusement. » Auguste rit. « Hortense, tu écoutes trop les commérages. Nous avons eu quelques décès, c'est vrai, mais rien d'inhabituel pour une plantation de cette taille. Les maladies tropicales font des ravages. 8 hommes en 3 ans, Auguste. 8. C'est plus qu'inhabituel. » Auguste fronça les sourcils. Il n'avait pas réalisé que le nombre était si élevé. Qui compte ces choses-là? Tout le monde les compte, Auguste. Les planteurs en parlent. Ils se demandent ce qui se passe ici. Certains suggèrent même qu'il pourrait y avoir une révolte d'esclaves en préparation, des empoisonnements organisés. Cette suggestion alarma Auguste. Les révoltes d'esclaves étaient la terreur de tous les planteurs, surtout depuis les nouvelles inquiétantes qui arrivaient de Saint-Domingue, où les tensions montaient dangereusement. Le lendemain, Auguste convoqua Dulac. « Je veux un rapport détaillé sur tous les décès survenus dans cette plantation depuis 3 ans. Cause, circonstances, témoignages. » Dulac pâlit. Il savait que ce rapport pourrait révéler des schémas compromettants, mais il n'avait pas le choix. Il passa la semaine suivante à compiler les informations, s'efforçant de présenter les morts comme des événements isolés, sans lien entre eux. Clémentine, avertie par Dulac de cette enquête, comprit qu'elle devait agir. Elle avait déjà commencé à tisser sa toile autour d'Auguste, mais elle devait accélérer le processus. Une nuit, elle vint frapper à la porte de la chambre d'Auguste, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. « Maître, pardonnez mon audace, mais je dois vous parler, » dit-elle quand il ouvrit. Auguste, vêtu de sa robe de chambre, fut surpris mais la fit entrer.
Que se passe-t-il, Clémentine? Il est tard. Votre sœur veut me faire du mal, maître. Je le sens. Elle me regarde avec haine. Hortense est juste protectrice envers moi. Elle ne te fera rien. Elle dit que je suis dangereuse, que les hommes meurent à cause de moi. Maître, vous me connaissez. Vous savez que je ne ferai jamais de mal à personne. Auguste la regarda. Dans la lumière vacillante de la chandelle, elle semblait vulnérable, presque fragile. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Je ne crois pas aux rumeurs, » dit-il doucement. « Tu n'as rien à craindre de ma sœur. » Clémentine s'approcha. « Maître, puis-je vous confier quelque chose? Un secret que je n'ai jamais dit à personne ?» Auguste hocha la tête, intrigué. « Avant d'être capturé, j'étais la fille d'un chef dans mon village. J'ai été éduquée, préparée à devenir l'épouse d'un homme important. Puis la guerre est venue, et j'ai perdu tout. Ma famille, mon statut, ma liberté. Mais je n'ai jamais perdu ma dignité intérieure. Quand je vous regarde, maître, je vois un homme qui comprend la solitude, qui porte aussi son fardeau. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi. C'était un mensonge habilement construit. Elle n'avait pas été la fille d'un chef, mais d'un guérisseur, certes respecté, mais sans pouvoir politique. Mais elle avait compris qu'Auguste avait besoin de la voir comme son égal, ou du moins comme quelqu'un de noble déchu par le destin. Auguste fut touché par cette confession. Il tendit la main et pour la première fois toucha son visage avec douceur. « Tu es une femme remarquable, Clémentine. » Elle prit sa main et la pressa contre sa joue. Ce soir-là, pour la première fois, Auguste et Clémentine franchirent une frontière que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Si cette histoire vous glace le sang, n'hésitez pas à laisser un like et à partager vos réflexions en commentaire. Que croyez-vous qu'il se soit vraiment passé sur cette plantation? Les réponses que nous découvrirons dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. La relation entre Auguste et Clémentine devint le secret le plus mal gardé de la plantation. Hortense, scandalisée, tenta de raisonner son frère. « Auguste, tu te couvres de honte. Coucher avec une esclave est une chose. Tous les planteurs le font. Mais toi, tu la traites comme une égale. Tu lui parles, tu la consultes, tu lui accordes des faveurs. Les gens parlent. »« Laisse-les parler, » répondit Auguste avec une fermeté inhabituelle. « Clémentine me rend heureux d'une manière que je n'ai pas connue depuis la mort de ma femme. Elle comprend mes pensées, elle écoute mes préoccupations. C'est plus que ce que tous mes amis planteurs ont jamais fait. Elle te manipule, Auguste. Ne vois-tu pas qu'elle cherche à obtenir quelque chose? Une esclave n'a pas de sentiment véritable pour son maître. Elle joue un rôle. » Ces mots firent douter Auguste, mais seulement un instant. Quand il regardait Clémentine, quand il parlait avec elle, tout semblait si authentique. Elle ne demandait rien. Elle ne réclamait pas de bijoux, de robes coûteuses, de privilèges. Elle donnait seulement son attention, son intelligence, sa compagnie. En octobre de cette même année, un événement tragique survint qui changea tout. Hortense tomba malade après un dîner à la grande maison. Elle commença par des nausées violentes, puis de la fièvre. En 2 jours, elle était morte dans d'atroces souffrances. Le médecin de Fort-Royal, appelé trop tard, diagnostiqua une intoxication alimentaire sévère. Peut-être des fruits de mer avariés, suggéra-t-il, ou des champignons toxiques mélangés accidentellement dans un plat. Cela arrive dans les cuisines où travaillent des esclaves ignorants. Auguste, effondré par la mort de sa sœur, refusa de croire à un accident. « Quelqu'un l'a tuée, insista-t-il. Elle était en parfaite santé, ce n'est pas un hasard. » Il ordonna une enquête. Le gouverneur de la Martinique, alerté de ces morts successives, envoya un enquêteur de Fort-Royal. Cet homme, un certain monsieur Blanchard, ancien officier de police reconverti en enquêteur privé pour les autorités coloniales, arriva à la plantation début novembre. Blanchard était méthodique. Il interrogea tous les domestiques, examina les cuisines, vérifia les provisions. Il nota que tous les décès avaient eu des symptômes similaires, vomissements, fièvre, convulsions.
Il nota aussi que Clémentine était présente, d'une manière ou d'une autre, dans le contexte de la plupart de ces morts. Quand il l'interrogea, Clémentine resta calme, répondant à ses questions avec une franchise désarmante. « Oui, monsieur, je connaissais ces hommes. J'ai servi la sœur du maître lors du dîner où elle est tombée malade. J'ai préparé des tisanes pour certains quand ils étaient malades. C'est mon rôle de prendre soin des gens de cette maison. » « Des tisanes avec quelles herbes ?» demanda Blanchard. « Celles que Mathilde m'a enseignées, monsieur. La menthe pour la digestion, la camomille pour le sommeil, le gingembre pour les nausées. » Blanchard alla voir Mathilde. La vieille cuisinière, loyale envers Clémentine d'une manière que Blanchard ne comprenait pas, confirma que Clémentine utilisait des herbes médicinales courantes. Elle ne mentionna pas que certaines autres plantes, aux propriétés moins bénignes, avaient également disparu de son jardin. Après 2 semaines d'enquête, Blanchard ne trouva aucune preuve concrète. Les symptômes pouvaient s'expliquer par une dizaine de maladies tropicales. Les plantes toxiques poussaient partout dans l'île. N'importe qui pouvait avoir accès à des poisons. Il écrivit dans son rapport « Bien que les circonstances soient suspectes, il n'existe aucune preuve directe d'actes criminels. Les décès peuvent être attribués aux conditions sanitaires difficiles et aux maladies endémiques de la région. Je recommande néanmoins une surveillance accrue. » Auguste fut partiellement soulagé, mais toujours tourmenté par le doute. Clémentine vint le consoler, le soutint dans son deuil. Elle organisa même, avec une efficacité remarquable, les funérailles d'Hortense et la mise en ordre de ses affaires. Les mois passèrent. L'enquête fut oubliée. La vie reprit à la plantation, mais quelque chose avait changé. Auguste était devenu complètement dépendant de Clémentine. Il ne prenait plus aucune décision sans la consulter. Il lui avait même enseigné à écrire de manière plus élaborée, lui faisant tenir ses registres personnels. En mars 1786, Auguste commit l'impensable. Il libéra Clémentine. Les documents officiels enregistrés à Fort-Royal attestent que l'esclave nommée Clémentine, propriété d'Auguste Valcourt, et par la présente affranchie de toute servitude, est reconnue comme femme libre. L'acte fit scandale. Les autres planteurs le regardèrent comme un fou. Libérer une esclave après seulement 4 ans de service, une femme jeune et en bonne santé, qui représentait un investissement considérable, c'était de la pure folie. Certains murmuraient qu'elle l'avait ensorcelée, utilisant des pratiques vaudou apprises en Afrique. Mais Auguste était imperméable aux critiques. Clémentine, désormais libre, resta à la plantation en tant qu'employée rémunérée. Elle gérait maintenant la maison avec une autorité que même Dulac n'osait plus contester. C'est au printemps de 1787 qu'Auguste prit sa décision finale. Il demanda Clémentine en mariage. La nouvelle frappa la colonie comme un coup de tonnerre. Un planteur blanc, issu d'une famille respectable, épouser une ancienne esclave africaine. C'était inouï, c'était scandaleux. C'était, selon certains, un signe de la dégénérescence morale qui gangrenait les colonies. Avant même l'annonce officielle, les réactions commencèrent à affluer. Des lettres anonymes arrivèrent à la plantation, certaines menaçantes, d'autres simplement insultantes. Une missive particulièrement venimeuse décrivait Clémentine comme une sorcière africaine ayant ensorcelé le pauvre Auguste avec des pratiques vaudou. Une autre suggérait qu'elle serait lynchée si elle osait se montrer à Fort-Royal en tant qu'épouse légitime d'un blanc. Le curé de la paroisse refusa d'abord de célébrer le mariage. « Monsieur Valcourt, je ne peux en conscience unir un chrétien à cette femme. Même si elle est techniquement libre, elle reste marquée par l'esclavage. C'est contre l'ordre naturel des choses. » Auguste, pour la première fois depuis des années, montra une détermination féroce. Il convoqua le curé dans son bureau et ferma la porte. Personne ne sut exactement ce qui fut dit lors de cette conversation qui dura 2 heures. Mais quand le prêtre en ressortit, pâle et tremblant, il avait accepté de procéder à la cérémonie. Dulac, témoin de toute cette agitation, réalisa avec une lucidité glaçante que Clémentine avait gagné. Elle avait non seulement conquis Auguste, mais elle l'avait transformé. L'homme indifférent et apathique qu'il avait connu pendant des années était devenu un combattant prêt à défier toute la société coloniale pour cette femme.
Le gouverneur en personne convoqua Auguste pour tenter de le dissuader. La rencontre eut lieu dans le bureau somptueux du palais du gouverneur, à Fort-Royal, sous le regard sévère des portraits des rois de France. « Monsieur Valcourt, comprenez-vous les implications de votre décision ? Vous serez ostracisé par la société, votre réputation sera détruite. Vos enfants, si vous en avez, seront des métis, ni blancs ni noirs, sans place dans aucune société. » Auguste se tint droit, les mains posées fermement sur la canne qu'il portait désormais. « Gouverneur, j'ai 47 ans. J'ai vécu selon les règles toute ma vie, et qu'est-ce que cela m'a apporté ? La solitude et l'ennui. Ma première épouse est morte de la fièvre. Ma sœur est morte dans ma propre maison. Tous mes amis planteurs ne me cherchent que pour mes rhums et mes cigares. Clémentine est la seule personne qui m'ait vraiment écouté, vraiment compris. Elle vous a ensorcelé, mon ami, ouvrez les yeux. Une esclave africaine ne peut aimer un maître blanc. Elle joue un rôle pour améliorer sa condition. Peut-être, concéda Auguste, surprenant le gouverneur. Peut-être joue-t-elle un rôle au début, mais ces 4 années ont changé quelque chose. Je l'ai vue pleurer sur la tombe de ma sœur. Je l'ai vue soigner des esclaves malades sans que personne ne le lui ordonne. Je l'ai entendu lire de la philosophie et discuter de Rousseau et de Voltaire avec plus d'intelligence que n'importe quel planteur de cette île. Même si elle a commencé par calculer, quelque chose de vrai s'est développé entre nous. Le gouverneur soupira. Je ne peux vous empêcher légalement. Elle est libre, vous êtes libre. Mais je vous avertis, ce mariage aura des conséquences. Les autres planteurs refuseront de commercer avec vous. Vos dettes pourraient être appelées plus tôt que prévu. Votre position sociale sera anéantie. Alors qu'il en soit ainsi, répondit Auguste avec une résignation presque sereine. Pendant ce temps, à la plantation, Clémentine se préparait. Elle avait fait venir une couturière de Fort-Royal, une femme de couleur libre qui accepta de confectionner une robe de mariée. Simple, élégante, sans les extravagances habituelles, mais d'une beauté sobre qui convenait parfaitement à la situation. La veille du mariage, Dulac vint la voir dans sa chambre. Il frappa doucement, attendit qu'elle l'invite à entrer. Quand il entra, il la trouva assise près de la fenêtre, regardant les champs de canne qui ondulaient sous la brise du soir. « Tu vas vraiment le faire ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui. Et après ? Après le mariage, que vas-tu faire de lui ?» Clémentine se tourna pour le regarder. Dans la lumière déclinante, son visage avait une qualité presque éthérée. « Fabien, crois-tu vraiment que j'ai tué tous ces hommes ? Je ne sais plus quoi croire, Clémentine. Mais je sais que 11 hommes sont morts depuis ton arrivée, 11 hommes qui, d'une manière ou d'une autre, se sont trouvés sur ton chemin. Peut-être que je les ai tués, peut-être qu'ils sont morts de maladies naturelles, peut-être que Dieu lui-même a décidé de nettoyer cette plantation de ses éléments les plus pourris. » Elle fit une pause. Beaufort violait des fillettes esclaves à peine pubères. Montaigne avait tué 3 hommes pour des infractions imaginaires. Deschamps vendait les rations alimentaires et regardait les esclaves mourir de faim. Tous ces hommes avaient du sang sur les mains. Leur mort a-t-elle vraiment été une perte pour ce monde? Et Hortense? Elle n'était qu'une femme protégeant son frère. Pour la première fois, Dulac vit quelque chose qui ressemblait à du regret dans les yeux de Clémentine. Hortense était une bonne femme. Elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé, mais elle était aussi un obstacle insurmontable. Elle aurait convaincu Auguste de me vendre à un autre planteur, ou pire, de m'envoyer travailler au champ jusqu'à ce que je meure d'épuisement. J'avais le choix entre elle ou moi. J'ai choisi de survivre. Et Auguste, vas-tu le tuer aussi une fois que tu auras hérité? Clémentine resta silencieuse un long moment. Auguste est différent. Il m'a donné la liberté avant même que je la lui demande. Il me traite comme un être humain, pas comme un objet. Pour cela, il mérite quelque chose. Quoi? La vie? Peut-être. Ou peut-être une mort douce, sans souffrance, quand le moment sera venu. Je n'ai pas encore décidé. Elle se leva, s'approcha de Dulac. Mais toi, Fabien, tu seras en sécurité. Tu as été un complice.
certes par peur et intérêt, mais tu ne m'as jamais fait de mal. Tu as même, à ta manière, été un ami. Quand tout sera terminé, tu auras une pension confortable et tu pourras partir loin d'ici. Et si je parlais, si je révélais tout au gouverneur? Clémentine sourit, un sourire sans chaleur. Tu ne le feras pas, parce que cela ferait de toi un complice de 11 meurtres. Parce que cela révélerait tes propres crimes, tes détournements, tes violations des règlements. Non, Fabien, tu garderas le silence, comme tu l'as toujours fait. Le mariage fut célébré le lendemain, un samedi de juin où le soleil brillait impitoyablement. La chapelle de la plantation, petite construction de pierre blanchie à la chaux, n'avait jamais semblé aussi vide. Les bancs, qui auraient dû accueillir les notables de la colonie, restèrent désespérément vides, à l'exception de quelques rangées. Étaient présents Dulac, qui ne pouvait refuser d'être témoin, Mathilde et 2 autres domestiques esclaves, qui avaient obtenu la permission d'assister, un vieux planteur ruiné nommé Desroches, qui devait de l'argent à Auguste et n'avait pas osé refuser l'invitation, et le notaire maître Bertrand, qui était venu pour des raisons professionnelles plus que personnelles. Le curé, l'abbé Fontaine, procéda à la cérémonie avec une raideur qui trahissait son malaise profond. Sa voix tremblait légèrement quand il prononça les mots rituels. « Auguste Valcourt, acceptez-vous de prendre pour épouse Clémentine ici présente ?» Auguste, vêtu de son meilleur costume de lin blanc, répondit d'une voix ferme. « Oui, je le veux. » « Clémentine, acceptez-vous de prendre pour époux Auguste Valcourt, ici présent ?» Elle le regarda, cet homme qui avait été son maître et qui devenait maintenant son mari. Dans ses yeux à lui, elle voyait de l'amour, de l'espoir, de la vulnérabilité. Il avait tout risqué pour elle. Sa réputation, sa position sociale, ses relations commerciales. Et dans cet instant, quelque chose bougea dans le cœur de Clémentine. Quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. « Oui, je le veux », répondit-elle, et pour la première fois depuis son arrivée sur cette île maudite, elle sentit des larmes véritables menacées de couler. L'abbé Fontaine les déclara mari et femme, avec une hâte visible, comme s'il voulait terminer cette cérémonie sacrilège le plus vite possible. Il n'y eut pas de baiser nuptial devant l'assemblée. La situation était déjà suffisamment scandaleuse. Le repas de noces fut une affaire modeste, servi sur la grande véranda de la maison principale. Dulac porta un toast obligé. Maître Bertrand marmonna quelques vœux de bonheur qui sonnaient creux. Desroches, déjà ivre avant même le début du repas, divagua sur la beauté de l'amour véritable. C'est lors de ce repas qu'arriva un événement inattendu. Un messager à cheval, couvert de poussière, remonta l'allée de la plantation au galop. Il portait une lettre urgente du gouverneur. Auguste la lut, son visage devenant progressivement livide. Quand il eut terminé, il regarda Clémentine avec une expression indéchiffrable. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Le gouverneur m'informe que plusieurs de mes créanciers à Fort-Royal ont décidé de réclamer immédiatement le remboursement de leurs prêts. J'ai 30 jours pour payer 20 000 livres, sinon la plantation sera saisie. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée. 20 000 livres, c'était une somme considérable, même pour un planteur prospère. Et tout le monde savait que ces créanciers avaient été encouragés par le gouverneur et les autres planteurs pour punir Auguste de son mariage scandaleux. Maître Bertrand, qui connaissait les finances de la plantation, secoua la tête. « Monsieur Valcourt, même en vendant toute la récolte à venir, vous n'atteindrez pas cette somme, et les autres planteurs refuseront certainement de vous prêter. » Auguste sembla vieillir de 10 ans en un instant. Tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce qu'il avait hérité, allait lui être arraché. Et c'était le prix de son amour pour Clémentine. Mais Clémentine, elle, souriait. Un sourire étrange, presque triomphant. « Auguste, puis-je voir la lettre ?» Il la lui tendit, confus. Elle la lut attentivement, puis la reposa. « Nous ne paierons pas, » déclara-t-elle calmement. « Comment ? Mais ils saisiront la plantation. » Non, ils ne le feront pas, parce que je connais un secret sur chacun de ces créanciers. Maître Bertrand,
Vous qui connaissez les affaires de Fort-Royal, confirmez-vous que M. Delavigne est un des créanciers? Le notaire consulta la lettre, hocha la tête. Monsieur Delavigne, qui a fait fortune en vendant illégalement des armes aux esclaves révoltés de Saint-Domingue. J'ai les documents qui le prouvent, récupérés de la case d'un contremaître qui travaillait pour lui avant de mourir, d'une fièvre opportune. Elle marqua une pause. Et Monsieur Fontainebleau, celui qui a détourné les fonds destinés à la reconstruction de l'église après le cyclone de 1784. J'ai aussi ses preuves. Dulac la regardait avec un mélange d'horreur et d'admiration. Elle n'avait pas seulement éliminé les obstacles sur la plantation. Elle avait passé des années à collecter des informations compromettantes sur tous les hommes puissants de la colonie, anticipant qu'elle en aurait besoin un jour. « Tu les fais chanter ?» demanda Auguste choqué. « Je protège notre mariage, Auguste. Je protège ce que nous avons construit. Ces hommes veulent nous détruire non pas parce que tu ne peux pas payer, mais parce qu'ils sont offensés que tu m'aies épousé. Eh bien, ils découvriront que je ne suis pas une victime facile. » Dans les jours qui suivirent, Clémentine, désormais Madame Valcourt, envoya des lettres soigneusement rédigées à chacun des créanciers. Les lettres ne contenaient pas de menaces explicites, juste des allusions délicates à certaines informations qu'elle détenait, et une suggestion qu'il serait dans l'intérêt de tous que la dette soit renégociée à des termes plus raisonnables. Un par un, les créanciers cédèrent, certains par peur, d'autres par calcul. En 2 semaines, la menace de saisie était écartée. Auguste regardait sa nouvelle épouse avec un sentiment complexe mêlant admiration, peur et quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Qui es-tu vraiment, Clémentine ? » « Je suis celle qui survit, Auguste. Je suis celle qui a été arrachée à sa terre, vendue comme du bétail, et qui a décidé que ce monde ne m'écraserait pas. Je suis ta femme, et je protégerai ce qui est nôtre. » La nuit de noces, alors qu'ils étaient seuls dans la chambre matrimoniale au mobilier d'acajou précieux, Auguste prit les mains de Clémentine dans les siennes. « Je sais ce que les autres pensent, qu'ils murmurent que tu m'as ensorcelé, que tu m'as manipulé. Peut-être ont-ils raison. Peut-être m'as-tu manipulé depuis le début. » Il leva une main pour caresser son visage. « Mais je ne m'en soucie plus. Ces dernières années avec toi ont été les plus vivantes de toute mon existence. Que tu sois sincère ou que tu joues un rôle, tu m'as donné quelque chose que personne d'autre n'avait pu me donner. Un but, une raison de me lever le matin. » Clémentine le regarda. Cet homme qui avait tout risqué pour elle. Et pour la première fois depuis qu'elle avait été capturée et enchaînée, elle sentit quelque chose se briser en elle. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. « Auguste, je dois te dire quelque chose. Les hommes qui sont morts, ce n'était pas le hasard. » Il posa un doigt sur ses lèvres. « Je sais, une partie de moi a toujours su, mais je ne veux pas entendre les détails. Ce qui est fait est fait. Nous commençons une nouvelle vie ce soir. Tu ne me demandes pas pourquoi, tu ne me demandes pas combien. Non, parce que je sais déjà que chacun de ces hommes devait être un obstacle, une menace ou un monstre. Tu es trop intelligente pour tuer sans raison. Et ce monde nous a tous forcés à faire des choses terribles pour survivre. Qui suis-je pour te juger? J'ai possédé des êtres humains, Clémentine. J'ai profité de leur souffrance pour vivre confortablement. Mes mains ne sont pas propres non plus. Cette nuit-là, pour la première fois, Clémentine pleura véritablement. Elle pleura pour tous ceux qu'elle avait tués, pour toutes les lignes morales qu'elle avait franchies, pour la femme qu'elle aurait pu être si le destin avait été plus clément. Et Auguste la tint dans ses bras, lui caressant les cheveux, murmurant des mots de réconfort. Dehors, la nuit tropicale vibrait des bruits de la nature. Les esclaves dans leurs cases chantaient doucement, peut-être pour célébrer ce mariage improbable qui leur donnait un étrange espoir. Si une esclave pouvait devenir la maîtresse de la plantation, alors peut-être que ce monde injuste pouvait changer. Dulac, dans sa propre maison de régisseur, but du rhum en contemplant l'avenir. Il avait aidé une meurtrière à atteindre le sommet de la société coloniale. Il était son complice, son confident. Et maintenant, qu'elle était mariée au maître, il était plus vulnérable que jamais. Il se demanda combien de temps il lui restait à vivre.
Les mois suivant le mariage furent une période d'adaptation étrange pour tous les habitants de la plantation Valcourt. Madame Clémentine Valcourt, comme elle se faisait maintenant appeler, assuma son nouveau rôle avec une autorité naturelle qui surprit même ceux qui la connaissaient le mieux. Sa première action en tant qu'épouse du maître fut de réorganiser complètement la gestion des esclaves. Elle interdit les châtiments les plus cruels, comme le fouet pour les infractions mineures ou les fers pour les fugueurs récidivistes. À la place, elle institua un système de récompense et de punition plus psychologique. Les esclaves qui travaillaient bien recevaient des privilèges. Nourriture supplémentaire, temps libre le dimanche, permission de cultiver leur propre potager. Les autres planteurs regardaient ces changements avec un mélange de mépris et d'inquiétude. « Elle va les gâter », disait-il. « Ils deviendront paresseux et insolents. » Mais la production de la plantation Valcourt non seulement ne diminua pas, elle augmenta. Les esclaves, mieux nourris et moins terrorisés, travaillaient plus efficacement. Dulac observait tout cela avec une fascination inquiète. Un après-midi de septembre 1787, il vint voir Clémentine dans ce qui était devenu son bureau, une petite pièce attenante à la bibliothèque où elle passait désormais plusieurs heures par jour à gérer les comptes de la plantation. « Tu les traites mieux », observa-t-il. « Pourquoi? Par compassion ?» Clémentine leva les yeux de son registre. « Par pragmatisme, Fabien. Un esclave terrorisé travaille par peur. Un esclave qui a quelque chose à perdre travaille pour le préserver. C'est plus efficace à long terme. Tu n'as donc aucune empathie pour eux, tu étais l'une d'eux il y a 5 ans. Justement parce que j'étais l'une d'eux, je comprends comment ils pensent. L'empathie est un luxe que je ne peux me permettre, mais l'intelligence, ça, je l'ai toujours eu. Et Auguste, comment le traites-tu? Par pragmatisme aussi. Clémentine hésita avant de répondre, ce qui était rare chez elle. Auguste est compliqué. Il y a des moments où je ressens quelque chose pour lui qui ressemble à de l'affection véritable. D'autres moments où je me souviens qu'il m'a possédé, qu'il aurait pu me vendre ou me faire fouetter s'il l'avait voulu. Ces sentiments coexistent dans mon cœur comme l'huile et l'eau. Vas-tu le tuer? La question resta suspendue dans l'air chaud et lourd. Je n'ai pas encore décidé, répondit finalement Clémentine. Peut-être mourra-t-il de cause naturelle avant que je doive faire ce choix. Peut-être vivra-t-il longtemps et heureux à mes côtés. Le futur n'est pas écrit, Fabien. Mais le futur, comme souvent, ne suivit pas les plans des hommes. Au début de l'année 1788, Auguste commença à se plaindre de douleurs d'estomac. Rien de grave au début, juste une gêne occasionnelle après les repas. Clémentine, attentive comme toujours, lui prépara des tisanes digestives, ajusta son régime alimentaire, consulta même le médecin de Fort-Royal. « C'est l'âge et le climat », diagnostiqua le docteur Lavigne, un homme corpulent qui sentait le rhum. « Les Européens ne sont pas faits pour vivre éternellement sous ces latitudes. Le corps s'use plus vite ici. Je recommande des repas légers, pas trop d'alcool et beaucoup de repos. » Auguste suivit ses recommandations, mais son état ne s'améliora pas. Les douleurs devinrent plus fréquentes, plus intenses. Il commença à maigrir visiblement. Ses traits se creusèrent. Sa peau prit une teinte jaunâtre qui inquiéta tout le monde. En mars, il était devenu évident qu'Auguste était gravement malade. Il passait la plupart de ses journées au lit, trop faible pour se lever. Clémentine le soignait personnellement, refusant de laisser les domestiques le faire. Elle était à son chevet jour et nuit, lui tenant la main, lui lisant des livres, lui préparant des bouillons qu'il arrivait à peine à avaler. Dulac vint voir Clémentine un soir, profitant d'un moment où elle était sortie de la chambre d'Auguste pour prendre l'air sur la véranda. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse, regardant autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Tu es en train de le tuer, lentement. Progressivement, pour que cela ressemble à une maladie naturelle. » Clémentine se tourna vers lui, et dans la lumière déclinante, Dulac vit quelque chose d'inattendu sur son visage. Des larmes. « Non, Fabien, » dit-elle d'une voix brisée. « Pour une fois, ce n'est pas moi. Auguste est vraiment malade. Le médecin pense que c'est une tumeur dans son ventre.
Il meurt, et je ne fais rien pour l'arrêter, mais je ne le provoque pas non plus. Dulac fut stupéfait. Tu pleures pour lui? Après tout ce que tu as fait, après tous ceux que tu as tués, tu pleures pour Auguste Valcourt? Il m'a libéré, Fabien. Il m'a épousé quand tout le monde lui disait que j'étais indigne. Il a risqué tout pour moi. Oui, au début, c'était juste un homme de plus à manipuler, un obstacle à surmonter. Mais quelque part en cours de route, c'est devenu plus que cela. Je l'aime, je crois. À ma façon tordue et brisée, je l'aime vraiment. Alors utilise tes connaissances des plantes, tes poisons. S'ils peuvent tuer, peut-être peuvent-ils aussi guérir. Clémentine secoua la tête. J'ai essayé tout ce que je connais. Mais une tumeur n'est pas une infection qu'on peut combattre avec des herbes. C'est quelque chose qui pousse de l'intérieur, inéluctable. La seule chose que je peux faire est d'alléger sa douleur. Durant les semaines suivantes, la chambre d'Auguste devint un lieu de veille constante. Clémentine dormait peu, mangeait à peine, concentrée uniquement sur le confort de son mari mourant. Elle lui donnait des décoctions d'opium pour la douleur, lui lisait ses passages préférés de Voltaire et Rousseau, lui racontait des histoires de son enfance en Afrique, des histoires qu'elle n'avait jamais partagées avec personne. Auguste, dans ses moments de lucidité, modifiait son testament. Maître Bertrand fut appelé à son chevet en avril. Avec une écriture tremblante, Auguste signa le document qui léguait l'intégralité de sa plantation à son épouse Clémentine. « Elle saura quoi en faire » murmura-t-il au notaire. « Elle est plus intelligente que nous tous réunis. » Maître Bertrand, professionnel jusqu'au bout, ne fit aucun commentaire, mais nota mentalement que ce testament causerait des remous considérables. En mai, Auguste entra dans sa phase finale. Il était presque constamment inconscient, son corps n'étant plus qu'une coquille émaciée. Clémentine restait assise à côté de son lit, tenant sa main, parlant doucement même quand elle n'était pas sûre qu'il puisse l'entendre. « Je suis désolée, Auguste, » murmurait-elle. « Désolée pour tous les mensonges, toutes les manipulations. Désolée que tu aies dû payer si cher pour m'aimer. Tu méritais mieux que moi. Tu méritais une vraie épouse, pas une meurtrière déguisée en dame respectable. » Une nuit, vers 3 heures du matin, Auguste ouvrit soudainement les yeux. Sa main serra celle de Clémentine avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. « Clémentine, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je sais ce que tu es. Je l'ai toujours su. » Elle se figea, le cœur battant. « Mais tu m'as donné 3 années de bonheur. 3 années où je me suis senti vivant. C'est plus que ce que la plupart des hommes obtiennent dans toute leur vie. » Il toussa, une toux douloureuse qui secoua son corps frêle. « Ne regrette rien. Tu as survécu. C'est tout ce qui compte. Auguste, promets-moi quelque chose. Promets-moi que tu utiliseras ce que je te laisse pour faire quelque chose de bien. Pas seulement pour toi, mais pour les autres. Pour ceux qui sont encore dans les chaînes. » « Je te le promets, » dit-elle, et elle le pensait vraiment. Auguste sourit faiblement. « Bien, maintenant, je peux partir en paix. » Il ferma les yeux et ne les rouvrit plus. Il mourut 3 jours plus tard, le 23 mai 1789, avec Clémentine tenant toujours sa main. Les funérailles furent une affaire étrange. Plus de monde vint qu'au mariage, poussé par la curiosité morbide de voir comment la veuve ex-esclave se comporterait. Clémentine, vêtue de noir de la tête aux pieds, resta digne et composée pendant toute la cérémonie. Ce n'est que lorsque le cercueil fut descendu en terre qu'elle laissa échapper un sanglot, un seul, qui vint du plus profond de son être. La lecture du testament provoqua exactement le scandale anticipé. Plusieurs planteurs tentèrent de le contester, arguant qu'Auguste n'était pas dans son bon sens à cause de la maladie. Mais Maître Bertrand produisit des témoignages de médecins attestant que jusqu'à ses derniers jours, Auguste était parfaitement lucide. Le gouverneur, exaspéré mais conscient qu'il ne pouvait légalement intervenir, convoqua Clémentine. « Madame Valcourt, vous êtes désormais propriétaire d'une des plus importantes plantations de l'île. C'est une situation sans précédent.
J'espère que vous en comprenez la responsabilité. Je la comprends parfaitement, Excellence, répondit Clémentine avec une politesse glaciale. Et je compte bien honorer la mémoire de mon mari en gérant cette propriété avec sagesse et profit. Et les esclaves, que comptez-vous en faire? Les gérer comme je l'ai toujours fait depuis mon mariage, efficacement et humainement. Vous ne comptez pas les libérer tous? Clémentine le regarda droit dans les yeux. Excellence, si je libérais 300 esclaves d'un coup, vous m'accuseriez d'inciter à la révolte et vous confisqueriez la plantation. Non, je continuerai comme avant, mais en améliorant progressivement leurs conditions. C'est tout ce que je peux faire, sans détruire tout ce qu'Auguste m'a laissé. Dans les mois qui suivirent, Clémentine dirigea la plantation avec une main de fer. La production resta élevée. Les comptes étaient impeccablement tenus. Les esclaves, sous sa gestion, étaient mieux traités que sur n'importe quelle autre plantation, ce qui provoquait des grommellement parmi les autres propriétaires, mais ne leur donnait aucune prise légale. Dulac resta régisseur, lié à elle par leurs secrets partagés. Un jour, 6 mois après la mort d'Auguste, il vint la voir dans son bureau. « J'ai une question que je me pose depuis des années, Clémentine. Une question à laquelle je dois avoir une réponse maintenant. » Pose-la. Combien en as-tu vraiment tué? Clémentine le regarda longuement avant de répondre. Si je te dis la vérité, Fabien, tu devras vivre avec cette vérité pour le reste de ta vie. Es-tu sûr de vouloir savoir? Oui, 11, dit-elle simplement. Exactement 11. Beaufort, Montagne, Deschamps, Lefort, et 7 autres dont tu ne connaissais même pas les noms. Des contremaîtres, des surveillants, des hommes qui représentaient soit une menace directe, soit un obstacle à mes plans. Pas un de plus, pas un de moins. Et Hortense? Oui, Hortense aussi. C'est celle qui me hante le plus. Elle n'était pas mauvaise, juste protectrice, mais elle devait partir. Et Auguste, dis-moi la vérité. L'as-tu vraiment laissé mourir naturellement? Clémentine se leva, alla à la fenêtre, regarda les champs de canne qui s'étendaient à perte de vue. Des champs qui lui appartenaient maintenant. Auguste est mort d'une tumeur, Fabien. Je n'ai rien fait pour la provoquer, mais elle hésita. J'avais préparé un poison, au cas où il aurait fallu accélérer les choses. Le poison était prêt, caché dans un flacon dans ma chambre, mais je ne l'ai jamais utilisé. Chaque nuit, je regardais ce flacon me demandant si je devais l'ajouter à ses tisanes, mettre fin à sa souffrance, hériter plus vite. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé mourir à son rythme naturel, et je l'ai tenu dans mes bras jusqu'à la fin. Pourquoi? Après avoir tué 11 personnes, pourquoi pas lui? Parce qu'il m'aimait vraiment, Fabien. Il m'a vu comme un être humain quand personne d'autre ne le faisait. Il a défié tout le monde pour moi. Comment aurais-je pu empoisonner un amour aussi pur, aussi fou? Elle se retourna, et Dulac vit des larmes couler sur ses joues. Je suis une meurtrière, Fabien, mais même les meurtrières ont des limites. Auguste était ma limite. Les années passèrent. Les nouvelles de la Révolution française atteignirent les Caraïbes en 1789, bouleversant l'ordre établi. Saint-Domingue explosa dans une révolte d'esclaves qui finirait par créer Haïti. La Martinique connut aussi des troubles, quoique moins violents. Clémentine navigua habilement dans ces eaux tumultueuses. Elle libéra stratégiquement certains esclaves, les plus loyaux, créant une classe de travailleurs libres qui lui devaient tout. Elle contribua discrètement au mouvement abolitionniste, finançant des avocats qui plaidaient pour la liberté d'esclaves individuels. En 1800, elle prit une décision qui surprit tout le monde. Elle vendit la plantation Valcourt à un consortium de négociants pour une somme considérable. Elle stipula dans le contrat de vente que tous les esclaves encore présents sur la propriété devaient être libérés immédiatement, leur offrant même un pécule de départ financé par elle. Avec l'argent de la vente, elle acheta une élégante maison coloniale à Fort-Royal et s'établit comme dame de la société créole. Elle investit dans des commerces, des navires marchands, des propriétés.
Elle devint riche, vraiment riche, de cette richesse qui vient non pas de l'héritage mais du calcul intelligent. Elle finança l'éducation de dizaines d'enfants d'esclaves affranchis. Elle créa un hôpital pour les pauvres. Elle fit des dons généreux à l'Église, suffisamment pour que les prêtres ferment les yeux sur son passé scandaleux. Dulac, fidèle à sa parole, reçut une pension confortable. Il vécut encore 3 années dans un relatif confort avant de mourir en 1803. Les circonstances de sa mort restèrent mystérieuses. Certains parlèrent d'un accident, son cheval s'étant emballé alors qu'il rentrait chez lui un soir. D'autres murmurèrent que c'était trop opportun, que Dulac en savait trop et que même après tant d'années, Clémentine éliminait les derniers témoins. Clémentine assista à ses funérailles, pleura même quelques larmes. Était-elle sincère? Personne ne pouvait le dire. Elle avait placé une pierre tombale luxueuse sur sa tombe avec l'inscription « Fabien Dulac, ami fidèle et confident loyal ». Les décennies passèrent. Clémentine ne se remaria jamais. Des prétendants se présentèrent, attirés par sa richesse et sa réputation d'intelligence, mais elle les repoussa tous poliment mais fermement. « J'ai eu un grand amour dans ma vie », disait-elle. « Un seul suffit. » Elle vieillit avec grâce, ses cheveux devenant gris puis blancs, son visage se marquant des rides de l'âge, mais conservant cette beauté altière qui l'avait toujours caractérisée. Elle devint une figure respectée de Fort-Royal, consultée pour sa sagesse, admirée pour sa philanthropie, crainte pour son intelligence acérée. En 1820, elle fit quelque chose d'extraordinaire. Elle publia un mémoire, sous pseudonyme, racontant l'histoire d'une esclave africaine devenue propriétaire de plantation. Le livre fut un scandale et un succès, lu avidement par les abolitionnistes en Europe et haï par les planteurs. Personne ne sut avec certitude si c'était son histoire ou une fiction, et Clémentine ne confirma ni ne démentit jamais. En 1822, elle tomba malade. Une fièvre qui ne passait pas, un épuisement qui s'installait progressivement. Elle savait que c'était la fin. Elle avait 65 ans, un âge vénérable pour l'époque, et elle avait vécu plus de vie que la plupart. Sur son lit de mort, entourée des enfants qu'elle avait aidés et qui étaient maintenant devenus des adultes respectables, elle fit venir un prêtre. Elle se confessa longuement, parlant pendant des heures. Le prêtre sortit de sa chambre pâle et tremblant, refusant de révéler ce qu'elle lui avait dit sous le sceau de la confession. Clémentine mourut le 15 mars 1823, paisiblement dans son sommeil. Ses funérailles furent grandioses, rassemblant des centaines de personnes, blanches, noires, métisses, toutes venues rendre hommage à cette femme extraordinaire. Elle fut enterrée à côté d'Auguste Valcourt, dans le petit cimetière près de l'ancienne plantation. Sa pierre tombale portait simplement son nom et ses dates, sans mention de ses origines ou de ses accomplissements. Comme elle l'avait demandé, sobre et discrète. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Après sa mort, on découvrit dans sa maison un coffre fermé à clé avec des instructions strictes qu'il ne devait être ouvert qu'en 1900, soit 77 ans après sa mort. Le coffre fut conservé par les exécuteurs testamentaires et leurs descendants. En 1900, quand le coffre fut finalement ouvert, on y trouva un journal intime rédigé en français, dans une écriture élégante, mais avec un code qui rendait la lecture difficile. Il fallut des mois pour le déchiffrer partiellement. Ce que les historiens purent lire était terrifiant. Clémentine y détaillait méthodiquement chacun de ses meurtres, les raisons, les méthodes, les plantes utilisées. Elle expliquait sa philosophie, sa justification morale. Dans un monde qui fait de nous des objets, écrivait-elle, devenir sujet exige parfois de franchir des frontières que l'on ne devrait jamais franchir. Je ne cherche pas le pardon. Je cherche la compréhension. Le journal fut immédiatement classé confidentiel par les autorités coloniales, embarrassées par cette révélation. Quelques copies circulèrent néanmoins, déclenchant des débats passionnés. Était-ce vraiment son journal ou un faux créé pour alimenter la légende? Les empoisonnements avaient-ils réellement eu lieu ou étaient-ce des fantasmes mis sur papier? Les historiens débattent encore aujourd'hui.
Les archives de la Martinique confirment l'existence de Clémentine, son mariage avec Auguste Valcourt, son héritage de la plantation, sa vie ultérieure à Fort-Royal. Les registres paroissiaux documentent également les 11 décès suspects entre 1782 et 1787. Mais les empoisonnements? Aucune preuve médico-légale. Les symptômes décrits correspondent à des dizaines de maladies tropicales courantes. Le journal pourrait être un canular ou une fiction, ou il pourrait être la confession authentique d'une des plus habiles meurtrières de l'histoire coloniale. Ce qui reste indéniable, c'est que Clémentine a accompli l'impossible. Partie de l'esclavage, elle a atteint le sommet de la société coloniale. Elle a utilisé son intelligence, sa beauté, et peut-être aussi sa connaissance des poisons pour se frayer un chemin vers la liberté et le pouvoir. Était-elle une victime qui a fait ce qu'elle devait pour survivre? Était-elle une calculatrice impitoyable qui a tué de sang-froid pour atteindre ses objectifs? Était-elle capable d'amour véritable? Ou tout n'était-il que manipulation? Les réponses à ces questions restent enfouies dans le passé, protégées par le voile du temps et l'ambiguïté des documents historiques. Ce que nous savons, c'est que son histoire continue de fasciner et d'effrayer, de soulever des questions inconfortables sur la moralité, la survie et le prix de la liberté. Dans les nuits chaudes de la Martinique, quand le vent fait gémir les vieux arbres et que les ombres s'allongent sur les ruines de ce qui fut la plantation Valcourt, certains disent qu'on peut encore sentir le parfum des plantes toxiques qui poussaient dans le jardin de Mathilde. D'autres jurent avoir vu une silhouette élégante se promenant parmi les vestiges, une femme en robe d'époque, au port altier, qui disparaît quand on s'approche. Légende ou réalité? Personne ne peut le dire avec certitude. Mais l'histoire de Clémentine nous rappelle que parfois, la frontière entre la victime et le bourreau, entre la survie et le meurtre, entre l'amour et la manipulation, est plus floue que nous aimerions le croire. Et peut-être que c'est précisément cette ambiguïté qui rend son histoire si terrifiante et si humaine à la fois. Car au fond, nous nous demandons tous, à sa place, qu'aurions-nous fait? Jusqu'où serions-nous allés pour être libres? L'histoire ne nous donne pas de réponse facile. Elle nous laisse avec nos doutes, nos peurs, et la conscience troublante que dans des circonstances extrêmes, nous sommes tous capables du meilleur comme du pire. Clémentine Valcourt reste une énigme, une ombre du passé qui nous interroge encore aujourd'hui sur la nature humaine, la justice et le prix terrible que certains doivent payer pour leur liberté dans un monde injuste. Son histoire, vraie ou exagérée, demeure un testament de la complexité humaine, un rappel que l'histoire des opprimés est souvent écrite dans des encres invisibles, entre les lignes des documents officiels, dans les silences et les non-dits qui protègent les secrets les plus sombres. Et peut-être que c'est ainsi que cela doit rester. Une histoire à moitié révélée, une vérité à moitié cachée, laissant chaque génération se débattre avec ses propres questions morales sur ce qui est justifiable au nom de la survie et de la liberté.